Rebonjour, donc voici la suite des modèles atomiques. Donc aujourd'hui, nous faisons Rutherford, Jutica, Chadwick. Donc nous allons commencer avec Rutherford. Au précédent cours, on s'était laissé avec Thomson qui avait découvert l'électron grâce à ses expériences sur l'électricité. Eh bien, Rutherford, lui, a fait des expériences sur la radioactivité. Il était connu à l'époque que trois types de rayonnement existaient. Les rayons alpha qui sont positifs, les rayons bêta qui sont négatifs et les rayons gamma qui sont électriquement neutres. Donc lui a décidé de bombarder une mince feuille d'or avec des rayons alpha qui sont des rayons positifs. Il voulait voir où les électrons se situaient au niveau de l'atome. Donc la mince feuille d'or, la raison pour laquelle il a pris une mince feuille d'or, c'est tout simplement pour avoir le moins d'atomes de large possible. Et les rayons alpha, le côté agréable de ça, c'est qu'ils libèrent des photons, donc des photons lumineux qu'on peut observer. Donc on va les envoyer, bombarder la feuille. Et là, il s'attendait à avoir quelques rayons déviés, mais il s'est retrouvé en fait qu'il y a des rayons qui étaient carrément qui rebondissaient sur la feuille. D'autres passaient tout droit sans être déviés, et une partie était effectivement déviée. Donc là, sachant que les rayons alpha sont positifs et que les électrons sont négatifs, ça s'attendait presque à ce que les rayons alpha soient arrêtés par la feuille ou déviés tout simplement parce qu'ils sont attirés vers les électrons puis ils déviaient dans leur trajectoire pour être plus proches des électrons. Donc, suite à son expérience, il y a eu des conclusions tirées des résultats. Donc, pourquoi la plupart des particules alpha positives traversaient la feuille sans aucune déviation? Ben, il conclut qu'il y a beaucoup de vide dans l'atome. Donc, les particules alpha rencontraient tout simplement pas d'électrons. Donc, s'il n'y a pas d'obstacle, ils continuent tout droit et passent à travers. L'autre résultat, le fait qu'une sur 100 000 particules ne traversait pas, mais rebondissait carrément sur la feuille. Il s'est dit, la matière est concentrée dans un petit espace, donc 100 000 fois plus petit que l'atome. Donc la matière était composée principalement de vide, avec des petites parties concentrées. Un certain nombre de particules étaient déviées, donc ça c'était ce qui s'attendait à trouver. Donc les électrons ont sûrement été pas à la cause de ça, et il s'est rendu compte que la petite matière concentrée était sûrement positive. Donc, on sait que le positif et le positif vont se repousser. Donc, un petit centre concentré positif pouvait repousser les fameuses particules alpha. Donc, c'est comme ça qu'il a conclu sur son modèle atomique. Il a appelé le petit centre concentré noyau en 1911. Et c'est là qu'est né, en fait, le fameux proton. Donc, le modèle de Rutherford, on l'appelle souvent le modèle planétaire, donc au même titre qu'un Soleil et ses planètes qui tournent autour. Pour lui, le Soleil était représenté par son noyau positif, avec des charges positives qu'on a appelé le proton. Et les petites planètes, c'était en fait des électrons qui gravitaient autour de ce noyau positif. Il y a une grosse notion importante dans le modèle de Rutherford, c'est le vide. Donc, il y a du vide dans la plus grande majorité de l'atome et seulement un petit noyau concentré positif avec des électrons qui tournent autour. Si on comparait un atome à un stade de football, le noyau serait pas plus gros qu'un pois chiche, voire même, ça dépend si on prend tout le stade, ça serait presque un grain de sable, et les électrons des grains de poussière. Donc, imaginez la quantité de vide qu'il existe si on considère que ces deux seuls éléments-là composent l'atome. C'est vraiment 99% de vide, un atome. Par contre, le modèle de Rutherford avait quelques limitations. C'est ce que Bohr avait prôné. Il disait pourquoi les électrons finissent pas par tomber sur le noyau? Parce qu'après tout, les électrons sont négatifs. S'il y a un petit noyau concentré positif, théoriquement, plus et moins, ça s'attire. Donc pourquoi les électrons finissent pas par tomber sur le noyau? Et la réponse fut les fameuses orbites. Donc, Bohr a déterminé que les électrons n'avaient pas un parcours aléatoire autour du noyau. Ils parcouraient en fait sur une trajectoire très précise qu'il a appelée les orbites. Pour avoir cette théorie-là, il a effectivement fait une expérience, donc vive les scientifiques pour ça. Bohr a placé un tube rempli d'hydrogène qu'il a soumis à une très grande source d'énergie, donc électrique. Il s'est mis donc à exciter les atomes d'hydrogène. Et quand un atome est excité,
il va devoir émettre de la lumière pour se désexciter. Cette émission-là, pour l'hydrogène, était très précise. Donc, on avait une émission de rayons rouges et différents bleus. Théoriquement, quand on excite une multitude d'atomes en même temps, on obtient le fameux spectre de l'arc-en-ciel, donc toutes les couleurs en continu. Quand on excite seulement un gaz précis, un atome précis, on obtient un spectre très, très défini, et c'est comme une espèce de code barre pour chacun des atomes. Donc ici, vous avez des spectres d'émission, donc des expériences de Bohr. On a la lumière blanche, qui est la lumière du soleil. Donc on voit notre fameux spectre de l'arc-en-ciel ici. C'est la lumière visible qui arrive jusqu'à notre œil habituellement avec de la lumière blanche. Donc quand on voit du blanc, en fait, ce qu'on voit, c'est la somme de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel et notre cerveau analyse ça comme étant blanc. Si on regarde l'hydrogène, par exemple, lui, il nous envoie du rouge et du bleu principalement. Donc notre cerveau, quand il reçoit ces longueurs d'onde-là, il analyse ça comme étant du rose-violet. Donc l'hydrogène, lui, il émet seulement ces petites couleurs-là. Si on regarde l'hélium, on parle plus de rouge, jaune, un peu de bleu. Si on regarde l'uranium, qui a beaucoup d'électrons, donc beaucoup d'orbites, beaucoup d'électrons excités, on voit que ces électrons envoient beaucoup plus de couleurs vers notre œil. Donc ça se rapprocherait plus d'un espèce de blanc si on regarde de l'uranium qui est excité avec de l'électricité ou de la chaleur. Donc, Bohr, en observant tous les spectres d'émission de différents atomes, a déterminé qu'on pouvait associer des niveaux d'énergie aux électrons, c'est-à-dire des endroits précis dans l'atome qui fait qu'il va renvoyer une telle couleur. Donc, s'il se trouve sur telle orbite, sur telle section de l'atome, il va envoyer telle couleur. S'il se retrouve sur une section plus à l'extérieur, il va envoyer telle couleur. Donc, ainsi, il a déterminé que tous les atomes avaient un spectre différent, donc n'émettent pas la même lumière une fois excités. Bohr ajoute donc au modèle de Rutherford que les électrons sont placés sur des orbites quasi circulaires autour du noyau. Donc, littéralement, une orbite comme une planète, effectivement. Donc, c'est pas aléatoire dans l'atome. Les électrons sont placés vraiment sur une trajectoire. Chaque orbite correspond à un niveau d'énergie. Plus c'est près du noyau, moins ils ont d'énergie. Plus ils sont à l'extérieur du noyau, plus le rayonnement de l'électron est identifiable. Donc, plus il y a d'énergie. Le rayonnement émis se produit grâce à l'énergie envoyée. Donc, pour avoir de la lumière qui nous provient de ces atomes-là, il faut leur donner de l'énergie. Donc, le spectre d'émission est une propriété caractéristique de chaque élément. Donc, c'est la carte d'identité de l'élément. On peut exciter les atomes pour voir quelle lumière ils vont nous produire, puis ainsi analyser quelles sont les substances à l'intérieur. C'est d'ailleurs une technique qu'on utilise encore en sciences pour identifier des substances. Donc, la grosse différence entre Rutherford et Rutherford-Bohr, c'est-à-dire le modèle atomique. Rutherford tout seul, c'est les électrons, ils gravitent un peu n'importe où dans la fameuse boule du modèle planétaire. Maintenant, Bohr ajoute les orbites. Donc, on peut avoir plusieurs orbites selon la grosseur de l'atome. Un atome d'hydrogène qui a seulement un électron va avoir seulement une orbite pour son unique électron. Quelque chose de plus gros comme l'aluminium va avoir jusqu'à 3 orbites. Vous allez remarquer ici que c'est un peu spécial la façon qu'on place les électrons sur les orbites. On va voir ça un peu plus loin dans le programme. Donc, comment se passe exactement un processus d'excitation pour que les électrons finissent par nous donner de la lumière? C'est relativement simple, c'est donnant-donnant. Donc, on va donner de l'énergie à notre électron, que ce soit par de la chaleur ou de l'électricité. Notre électron va donc être plus énergétique pendant un bref instant. Vu que les orbites inférieures sont responsables des électrons avec moins d'énergie que ceux qui sont à l'extérieur, notre électron qui est comme boosté au Red Bull, il va falloir qu'il change de place. Donc, il va monter dans les orbites temporairement. Et ça va faire en sorte que l'atome devient légèrement instable. L'instabilité au niveau de la nature, c'est pas idéal. Donc, la nature veut faire en sorte qu'on revienne à l'état de repos le plus rapidement possible. Comment redescendre de notre état boosté notre électron? Il va falloir qu'il perde de l'énergie. Donc, en redescendant, pour redescendre de niveau d'énergie, il faut qu'il émette de l'énergie. Et à ce moment-là, cette émission-là va se faire sous l'effet d'un photon. Un photon, c'est la particule qui est responsable de la lumière.
Évidemment, plus l'excitation est grande, plus le photon émis va avoir une haute énergie. Moins l'excitation est grande, moins l'énergie va être intense. Donc concrètement, c'est quand l'électron s'est calmé qu'il revient vers les orbites les plus proches du noyau qui va émettre de la lumière. Comme je le disais tout à l'heure, pour exciter des atomes, on peut utiliser plusieurs formes d'énergie. La chaleur et l'électricité, c'est le moyen le plus rapide d'y arriver, mais on peut utiliser des explosions. Donc, les feux d'artifice sont un bon exemple d'utilisation de ce phénomène-là d'excitation des atomes. Évidemment, vous regardez un feu d'artifice, vous vous dites, ben c'est bien beau, ça explose, ça fait des belles couleurs, mais pourquoi les couleurs? C'est tout simplement les atomes qui sont utilisés à l'intérieur. Donc, si on prend par exemple le feu d'artifice actuellement, le bleu, c'est principalement le cuivre qu'on fait sauter. Donc ça, c'est un feu d'artifice qui coûte extrêmement cher. Si vous voyez le scintillement, ça c'est super beau, c'est vraiment causé par l'antimoine, qui est une substance totalement toxique. Donc, c'est vraiment le fun quand vous allez à un feu d'artifice, vous faites un peu légèrement intoxiqué par les produits qui sont en train de brûler dans le ciel. Mais passons, au moins vous ne faites pas ça toutes les semaines. Description du modèle Rutherford-Bohr. Donc, là, c'est notre gros modèle dans la science techno de base, c'est-à-dire le cours de base s'arrêterait ici. Je vous dirais, voici votre atome. Rutherford-Bohr ont permis de définir le modèle avec des protons et des électrons. Le noyau compact au centre composé de protons, des particules négatives qui gravitent autour sur des orbites précises et qui peuvent changer d'orbite si on les excite. Et à ce moment-là, ils vont émettre de l'énergie lumineuse s'ils se désexcitent pour revenir à l'état de calme. On explique tout simplement le fait que les électrons restent sur leur orbite parce qu'ils ont une énergie qui leur permet de se promener. Un peu comme les planètes, ils ont une aire d'aller, donc une énergie qui leur permet de tourner sans cesse autour du fameux Soleil. Et c'est ce qui leur fait rester en orbite et qui ne s'écrase pas sur le noyau. Mais là, les scientifiques n'étaient pas tout à fait satisfaits de cette explication. Chadwick, lui, il se disait, mais pourquoi le noyau ne se disperse pas? Parce qu'on a un centre concentré plein de charges positives. Théoriquement, du plus avec du plus, ça se repousse. Donc, pourquoi le noyau éclate pas en mille miettes? C'est pas naturel selon lui. Donc, il a fait quelques études et a découvert la présence d'une autre particule de charge électrique neutre. Donc, on l'avait appelé le neutron, de son nom, très logique. Ça sert en fait le neutron de ciment entre les protons. Et c'est une force électromagnétique qui est supérieure à la force de répulsion des protons. C'est-à-dire que qu'est-ce qui fait en sorte que les charges plus se repoussent? Bien, il y a une autre force qui vient s'ajouter à ça, qui vient compenser et tenir le noyau ensemble. Et c'est ce qu'on a appelé la force nucléaire forte. Donc, curieusement, dans la science, les forces nucléaires dans le sens bombe atomique, ça c'est une force nucléaire faible. La force qui retient les protons ensemble est encore plus forte que cette bombe atomique-là. Donc, la force nucléaire forte, c'est ce qui va maintenir ensemble le noyau, s'assurer que les protons restent bien collés les uns aux autres. Donc, c'est une force qui est très puissante dans le domaine de la science. C'est ainsi que vous avez donc deux modèles. Rutherford et Bohr ensemble ont fait le modèle Rutherford-Bohr, qui est le classique, c'est lui qu'on va utiliser en ST. Donc votre examen du ministère, vous n'avez pas besoin d'aller plus loin que ça. Des protons au centre, comme par exemple si vous voyez l'aluminium a 13 protons, et autour vous allez avoir 13 électrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Qu'est-ce qu'on ajoute à ça avec Chadwick? C'est le neutron. Le neutron qui vient balancer le tout. Les neutrons sont aussi dans le noyau et ils maintiennent les protons en place. Le nombre de neutrons va varier selon l'atome. Plus tard, dans les prochains chapitres, je vais vous montrer comment calculer le nombre de neutrons à partir des informations du tableau périodique. Pour l'instant, faites juste retenir que le modèle atomique simplifié, c'est-à-dire avec les notions de Chadwick et du neutron. Donc, c'est sûr qu'il ne faut pas oublier de mettre des protons et des neutrons dans le noyau et finalement les électrons qui vont graviter autour. Donc, ça nous amène finalement à parler des fameuses particules subatomiques, donc qui constituent l'atome. On a électrons, protons et neutrons dans le modèle qu'on va apprendre cette année, le modèle atomique simplifié. Je vous rassure tout de suite, on n'a pas à apprendre les masses, donc je ne vous fais pas apprendre ces chiffres-là ici. Tout ce que vous avez besoin de savoir par rapport à ça, c'est que le proton et le neutron ont à peu près la même masse et que l'électron a une masse nettement inférieure.
Donc, si on veut calculer la masse d'un atome, on ne tient jamais vraiment compte des électrons. C'est comme des poussières, ça balance, ça ne sert à rien de calculer ça. Ça n'aura pas d'impact si on fait des calculs sans les électrons. Donc, quand on calcule la masse d'un atome, on prend juste en compte son noyau, donc les protons et les neutrons. Il y a un autre terme qu'on peut utiliser pour désigner les éléments qui sont dans le noyau. On les appelle les nucléons. Donc, quand je veux parler des protons et des neutrons en même temps, donc ce qui constitue la masse de l'atome, on dit des nucléons. Vous voyez ici les petits symboles? Je vous conseille de les utiliser, ça ne me dérange pas si vous utilisez ça en examen au lieu de les écrire au long. Électron, ça va être un petit E avec un moins au-dessus, donc ça ressemble à un E en fait. Proton, ça va être un P+, et neutron, c'est N à la 0, pour dire qu'il est neutre. Dans tous les cas, aussi un autre aspect qui est important de comprendre, c'est qu'à travers toute l'histoire des modèles atomiques, ça a été très important de garder l'atome neutre. Donc, on sait que l'atome, de manière générale, n'est pas en train de faire de l'électricité ou des charges électriques constamment. Donc, c'est pour ça qu'on estime que l'atome a toujours été neutre. Même depuis Thomson, quand il a découvert l'électron, ben, il n'a pas eu le choix de développer la masse positive dans son plum pudding, l'espèce de pâte positive dans laquelle flottaient les électrons, parce qu'il savait que l'atome devait être neutre. C'est encore le cas présentement dans nos modèles actuels. Donc, dans un atome neutre, il y a toujours autant de protons que d'électrons. Donc, c'est pour ça que tout à l'heure, l'aluminium, je disais, il y a 13 protons, mais il y a 13 électrons aussi qui vont ensemble. C'est seulement quand il va faire des réactions chimiques ou qu'il va réagir avec l'électricité ou la chaleur que ça peut varier. Donc, il peut perdre des électrons ou gagner des électrons. Les neutrons, eux autres, vont toujours varier selon l'atome. Il y a des atomes qui peuvent être radioactifs, même chez des atomes simples comme le carbone. Le carbone, il existe une version de lui qui est radioactive. Et à ce moment-là, c'est généralement parce qu'il y a trop de neutrons ou pas assez de neutrons. Donc, c'est les neutrons qui peuvent varier au sein d'un atome aussi. Donc, voici le temps de terminer la leçon. Vous avez les devoirs à faire suivants, finir vos exercices du document supplémentaire numéro 1 à 5 et terminer votre feuille résumée que vous avez commencé au cours précédent sur les modèles atomiques. Donc, si vous avez apprécié cette vidéo, vous pouvez laisser un commentaire, liker et partager. Je vous souhaite une agréable journée. À la prochaine!